Moi, j'ai vu des gars, ils ont mis 100 000 euros. Le jour où ils ont signé, ils ont récupéré leurs 100 000 euros. Donc, ils ont mis 0, ils ont récupéré une boîte. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, c'est quoi les types de business un peu qui sont à revendre Ce qui tourne bien, par exemple, que t'as... Au bout de 3 ans, 85% des entreprises reprises existent toujours, Ok. alors qu'il n'y en a que 40% des entreprises créées qui existent encore au bout de 3 ans. Pour quelqu'un qui commence, du coup, qui veut racheter une boîte, comment il s'y prend? Un jeune qui avait 32 ans a acheté une boîte dans le marketing digital, une boîte qui était valorisée 600 000 euros. Et donc, pour une boîte à 600 000 euros, lui, il avait 50 000 euros d'apport. D'accord. Il a été chercher un prêt d'honneur de 30 000 euros. Et là, avec 80, la banque a financé sur l'opération. On se trouve avec une boîte qui fait 1,3 million. Et là, il a déjà l'ambition de reprendre une autre boîte. Parce que, comme... D'ici 2030, entre 370 et 700 000 entreprises françaises vont devoir être transmises. Pas parce qu'elles perdent de l'argent, mais parce que leurs dirigeants partent à la retraite et qu'il n'y a pas assez de repreneurs. Derrière ces entreprises, ce sont près de 3 millions d'emplois qui sont concernés. Pendant que tout le monde rêve encore de lancer la prochaine start-up, Julien Murzin, mon invité du jour, lui, il a compris où était la future vraie opportunité. Racheter des entreprises déjà rentables. En moins de 2 ans, il a lancé Captain et la fabrique du reprenariat, avec un objectif clair, aider les repreneurs à trouver les meilleures opportunités d'entreprises à racheter sur le marché. Aujourd'hui, il va t'expliquer pourquoi la reprise est une des meilleures opportunités business de la prochaine décennie. Et surtout, comment toi aussi, tu peux en profiter. Bon épisode. Bon alors, juste avant de commencer cette émission, donc cet épisode, c'est le tout premier épisode de ma nouvelle émission Boring Business. N'hésite pas à liker cette vidéo, moi ça m'apporte énormément de force, notamment pour aller chercher des invités exceptionnels. Bienvenue à toi Julien. Merci. Dans cette émission. Merci de m'accueillir dans tes locaux. On est à la fabrique du reprenariat. Je suis vraiment content parce qu'on lance en fait cette émission dans tes locaux, toi qui m'accueilles ici pour mon podcast, donc c'est super cool. Avant de commencer, si tu veux prendre 30 secondes pour te présenter. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as lancé avant? Comment on en est arrivé là? Okay. Présente-toi. Ouais. Du coup, moi, Julien Murzin, je suis président de Captain. Alors, qui je suis? Simplement un entrepreneur. Moi, j'ai toujours entrepris, en fait. J'ai jamais travaillé pour personne. C'est-à-dire que j'ai fait que de créer des boîtes dans ma vie. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Il y en a que j'ai revendu, il y en a que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a levé des fonds, ça n'a pas marché. J'étais un peu aussi dans l'optique start-up. Donc, j'ai toujours créé des sociétés dans divers domaines. J'ai eu un garage moto sur Paris que j'ai vendu. Après, j'ai monté une boîte qui faisait de la location de trottinettes électriques dans les campings, rien à voir. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Après, voilà, je suis créé une boîte de formation qui est devenue un groupe assez important. Mais malheureusement, on s'est mangé les aléas du marché, etc. Il y a eu le Covid, plein de choses. Donc, on a dû fermer. Pareil, on avait levé des fonds sur cette boîte-là. Et maintenant, j'ai créé Captain. Donc, on en reparlera après. Mais voilà, l'objectif, c'est d'être la première agence en France dédiée à la transmission entreprise. Ok. Et ça, on va en parler longuement puisque c'est le sujet du jour, pour pouvoir accompagner justement des cédants à vendre leur boîte et des repreneurs surtout à reprendre des boîtes qui sont rentables. Et ça, c'est vraiment l'opportunité business pour moi des 10 prochaines années, plus que les startups, plus que tout ça. Si je m'étais intéressé plutôt à la reprise d'entreprise, clairement, c'est un segment sur lequel j'aurais été parce que c'est pour bien des égards bien plus sécurisant, bien plus avantageux que la création. Okay. Moi, j'ai fait que des créations. Et en fait, un coup ça marche, un coup tu repars à zéro, un coup. Et en fait, ça peut être fatigant à force. Alors que la reprise, c'est quand même beaucoup plus stable. Ouais, ok. Trop cool. De toute façon, c'est vraiment le sujet de cette émission. On va en parler vraiment dans le détail. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce sujet, même si j'en sais un petit peu quand même. On se connaît pas mal. Alors, déjà, peut-être pour commencer, moi, j'ai une stat. Je sais pas si elle est bonne. Normalement, oui, j'ai vérifié. C'est 3 millions d'emplois qui sont menacés là déjà dans les 5 prochaines années parce que donc par rapport à cette stat c'est 370 000 entreprises qui vont devoir être cédées d'ici 2030. Donc du coup voilà, est-ce que déjà cette stat est véridique? Est-ce que ça vient de l'opportunité de rachat d'entreprise? Alors ouais, en fait le sujet, et ça il faut comprendre un truc, c'est que ce phénomène ne va arriver qu'une seule fois. C'est-à-dire quand on parle d'opportunité, c'est vraiment une opportunité. C'est-à-dire que là on a par la démographie, tous les baby-boomers qui vont partir en retraite, c'est le moment où ils partent en retraite, c'est toute cette génération-là. Une génération qui a créé des boîtes dans des années où c'était plus simple de monter des business, donc qui sont souvent des boîtes qui fonctionnent bien, qui sont rentables, etc. Mais en fait, ils sont obligés de vendre, ils partent en retraite. Et ça, c'est démographique. Ça veut dire que c'est pas un phénomène conjoncturel classique, etc. Ou une crise économique, ou j'en sais rien. Là, c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est un nom, la grande passation. La grande transmission, donc ça les médias ils commencent à en parler, c'est-à-dire que ça marche aussi pour l'immobilier. Toute cette génération qui a accumulé des biens, du patrimoine, qui a créé des boîtes, etc.,
ils sont en train soit de partir en retraite, soit de partir complètement. Et il y a une énorme passation en fait, de richesse qui va être opérée. On parle de 9 000 milliards en tout. Ok. Donc dans notre cas, dans le cas qui nous intéresse, nous, c'est par rapport aux entreprises. Et en fait, on a énormément de chance. Il y a plus de 30% des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des chefs d'entreprise qui est aux portes de la retraite. Ok. Donc, tous ces gens, ils vont être obligés, à un moment donné, de transmettre leur entreprise pour qu'elle continue à exister. Et contrairement à ce qu'on pense, les transmissions familiales, ça ne représente pas beaucoup en fait, de transmission. Il y a peu d'enfants qui reprennent les entreprises des parents, pour tout un tas de raisons. Ouais. Parce que voilà, ils ont voulu faire leur propre chemin, parce qu'ils ont trop connu l'entreprise et qu'ils ne se voient absolument pas travailler dedans. Mais par contre, l'opportunité, c'est que ces entreprises qui existent déjà depuis des années, qui sont rentables, qui ont des clients, qui ont des équipes, qui ont un savoir-faire. En fait, contrairement à la création, là, on part pas de zéro. Reprendre une boîte, oui, il y a un prix forcément qui est plus élevé, mais en réalité, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus safe comme actif à reprendre que de se lancer, dire voilà, je vais créer un truc nouveau, on ne sait pas s'il y a le marché, on va quand même devoir mettre de l'argent, quoi qu'il se passe, et ou du temps gratuit, ce qui est de l'argent finalement. Donc, dans tous les cas, la création coûte aussi de l'argent et ou du temps, et le temps, ça ne se rattrape pas malheureusement. Alors que quand on reprend une boîte, au contraire, on achète du temps. Parce qu'on achète les 10, 20, 30 ans de boulot qui a été fait avant, qui a été dans la phase où c'était compliqué. Là, tu arrives, la boîte, elle tourne. Donc en fait, tu achètes tout ce temps, toutes ces erreurs qui ont été accumulées, et ça n'a pas de prix. Il y a aussi un sujet dont on ne parle pas, c'est la transmission avec le cédant. C'est-à-dire que le cédant, il a accumulé énormément d'expérience dans sa vie. Quand tu vas reprendre sa boîte, il va rester avec toi. Il y a toujours une période de transmission qui dure entre 3 à 6 mois, ça dépend les cas. Mais dans cette phase-là, lui, il va te conseiller, il va t'apporter son savoir, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Ça n'empêchera pas d'innover, ça n'empêchera pas de faire du nouveau dans l'entreprise, de mettre plus de marketing, des choses que lui ne sait pas faire. Mais par contre, tu vas acheter dans le prix, ça, c'est pas valorisé dans le prix, tu vas aussi acheter tout ce savoir-faire, cette compétence que lui va pouvoir te transmettre. Ouais, bien et sûr. ça, c'est un gain énorme, en fait. Ouais, tu rachètes pas que l'entreprise, tu rachètes vraiment tous les plâtres qu'il a essuyés Tu avant. rachètes tous les plats, toutes les nuits, toutes les emmerdes. En fait, tu fais un gap énorme. Tu gagnes toutes ces années-là que tu vas devoir te manger si tu crées ta boîte. Ouais. Et ça te permet de partir sur un actif qui est quand même beaucoup plus solide. Bien et sûr. encore une fois, même si en façade, le prix, tu dis, mais quand tu achètes une boîte, c'est un prix qui est important. Mais en réalité, ça, tout ce qu'on vient de dire n'a pas de prix en réalité. Parce que tu achètes 10 ans de ta vie, 10 ans de stress, voire peut-être même où ça ne va pas marcher. Bien sûr. Alors que là, tu reprends un actif qui, en plus de ça, s'autofinance normalement. Si tu fais une bonne reprise, ça s'autofinance par l'activité. Donc en réalité, ça ne te coûte pas réellement. Il y a même des opérations, on en parlera après, mais des opérations blanches. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies un apport pour débloquer un financement. Mais cet apport, potentiellement, tu peux le récupérer jour 1 parce que de la boîte, il y a de la trésorerie en banque. Et donc, en fait, tu fais un apport en compte courant d'associé, tu peux le récupérer. Moi, j'ai vu des gars, ils ont mis 100 000 euros. Le jour où ils ont signé, ils ont récupéré leurs 100 000 euros. Donc, ils ont mis 0, ils ont récupéré une boîte. Ouais, c'est incroyable. Parce que moi qui a du coup pas mal accompagné des startups, en fait, quand tu sais l'effort qu'il faut mettre au début, parce que du coup, tu dois trouver ton product market fit, il faut pivoter si tu vois que ça fonctionne pas, etc. Là, en fait, tu t'enlèves tout ça d'un coup. C'est le jour 1, tu as quelque chose qui fonctionne. À la rigueur, du coup, tu peux potentiellement innover pour améliorer l'existant si tu en as envie. Continuer à faire, en tout cas, en sorte que ça fonctionne bien. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme modèle, quoi. C'est ça. En fait, moi, comme toi, avant, j'étais un peu dans le truc startup, comme tout le monde. J'ai levé des fonds, on a levé 1,5 million. Peut-être parle-nous, du coup, un peu de ton parcours avant. Comme ça, en fait, moi, c'est assez simple. J'ai commencé par une boîte très simple. On avait un garage de detailing automobile à la porte de Saint-Cloud à Paris, dans le 16e. J'ai repris une boîte qui faisait la même chose dans la moto. On était le premier centre de cosmétiques moto en France. Ok, donc là, c'était ta première expérience de rachat d'entreprise. J'avais 20 ans. J'avais déjà racheté une boîte, mais je ne me rendais pas compte. À l'époque, je ne voyais pas le potentiel. C'était juste logique, que c'était voisin, etc. Okay. Mais ça s'appelait Clean Bike. Quand tu dis voisin, c'est quoi? On était même dans les mêmes locaux, etc. Donc c'était vraiment voisin. Et puis c'était une activité vraiment connexe. Voilà, on parlera de synergie tout à l'heure, mais c'est souvent ça aussi qui est intéressant dans la reprise. Donc j'ai racheté cette boîte-là. Derrière, on l'a développé pendant 6 ans. Après, au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose. Donc, on l'a revendu. Donc là, c'était de tes 20 à 26 ans que tu as développé la boîte? Ok. Exactement. Après, on l'a vendu avec mon associé. Ok.
Donc première expérience plutôt cool parce qu'on vend. Derrière, je me dis, ok, je veux lancer un produit, un truc innovant, etc. Donc là, déjà à ce step-là, j'avais du cash, j'aurais pu me sécuriser en reprenant une boîte. Hmm. Et peut-être, voilà, là, je me serais peut-être en retraite déjà, en Ouais. fait, tu vois. Mais là, j'étais dans cet esprit création, justement. Parce que comme tous les autres, on m'a parlé uniquement de création, mais pas de reprise. Donc, j'étais pas dans ce truc-là. Donc là, je fais quoi? J'ai du cas, je me dis, ok, super, je lance un nouveau service qui n'existe pas. Et je vais créer une société qui va permettre de louer des trottinettes électriques. Ça, c'était en 2016. Et donc, les trottinettes électriques, ça venait d'arriver en France. Ok. Il n'y avait même pas les services encore en ville avec les Lime, les trucs comme ça n'existait pas. Ouais. Donc, c'était vraiment un marché précurseur. Et moi, en fait, au lieu de mettre ça dans les villes comme tout le monde, je me suis dit, je vais créer un service B2B, c'est-à-dire je vais mettre des trottinettes électriques dans des campings pour que les clients puissent les louer et aller au centre-ville, aller à la plage avec. Parce que les campings, c'est souvent en arrière-pays, c'est dans les champs, etc. Donc il faut quand même prendre son véhicule ou un vélo pour aller au bord de mer ou à la plage. Ouais. Et c'est chiant, en fait. Tu vois, t'as Ouais, pas ouais. envie de te taper les bouchons, mais la réalité en vacances, c'est ça. Et ceux qui vont dans le sud de la France, ils le savent. Des fois, tu pourrais aller au bord de mer, tu te tapes 1 heure de bouchon. Mm. Mais c'est insupportable, t'es en vacances. Bon, donc je me dis, voilà, on va mettre les trottinettes dans les campings, ils vont les louer à leurs clients, ça fait du service, et en plus, les gens, ils vont s'amuser, ils vont pouvoir aller profiter de la plage, etc., plus rapidement. Parce que moi, je connais bien l'univers des campings, et en plus, on a le 2e parc mondial derrière les États-Unis, on a 8000 campings en France, c'est Ok. énorme. Ah ouais. Ouais, bah, tous les pays du Nord viennent chez nous. Les Hmm. Allemands, les Belges, les Hollandais, les Anglais, ils n'ont pas de plage. Ouais. Donc pour venir en vacances, ils viennent en France parce que bon, le Portugal, l'Espagne, c'est loin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. La France, on est un carrefour stratégique, donc en fait, en termes Ouais, de ouais. positionnement, c'est top, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Là, j'ai tout autofinancé, j'ai pas levé de fonds. Je me suis dit, vas-y, j'y vais tout seul, etc. Mais là, j'étais jeune, je manquais pas mal d'expérience aussi. T'avais quand même 6 ans avant. Ouais, mais dans un garage, finalement, t'apprends pas beaucoup de choses, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un truc très localisé. Tout ce qui est marketing, développement commercial. Et là, c'était un boring business, là, pour le coup. Ah ouais, c'était un boring business. Ça marchait. Ouais. On lavait des bagnoles, on lavait des motos, ça marche. C'est un besoin que tu fais tous les jours, mais Ouais. après, tu t'évolues pas personnellement. Ouais, Sur ouais. le plan personnel, tu t'évolues pas. Alors que là, pour la partie trottinette, C'était là, c'est peut-être complètement plus différent. stimulant, ouais. Bah ouais, parce que là, j'ai développé une application. Alors, c'est pas moi, hein, j'ai pris une agence, etc. Pour faire une application qui permettait de louer dans les campings. Ouais. J'ai commandé des trottinettes en Chine, donc j'ai dû, on va dire, me former sur tout ce qui est importation, fabrication de matériel manufacturé, parce que faut savoir que dès que tu importes un produit où il y a ta marque dessus, Ok. tu es considéré comme fabricant. Donc il faut que tu respectes des normes, enfin, c'est hyper compliqué. Donc je me suis formé à tout ça. Donc là, déjà, tu t'enrichis personnellement, c'est ça qui est super sympa dans la création d'entreprise. Mais bon, c'était un projet énorme et en fait, en autofinancement, c'était très lourd à porter. Donc on a fait quand même 2 saisons et on a arrêté parce qu'en fait, on avait pris des machines trop haut de gamme Hmm. et les gens les ont complètement détruites. Il y avait Ah trop ouais. de SAV en fait. Et niveau chiffre, c'est quoi? Vous avez investi combien Bah là, dans un projet comme ça, on avait mis à peu près 200 000 euros. Tu vois, c'était pas Ok. non plus énorme. Parce qu'en fait, en soi, il n'y avait pas besoin de beaucoup de cash. Il fallait juste acheter le matos, Ouais. développer l'app. Et après, en fait, c'est de la log, donc Ah oui, ok. ça tourne en fait. Ouais, bah oui. Mais voilà, le problème qui n'était pas anticipé correctement, c'est le coût du SAV. Ok. Et en fait, et en plus, il y a une double peine. C'est quand la machine elle est détruite, ben, il faut la réparer. Il faut se déplacer, il faut les pièces, il faut ça. Et surtout, elle est plus louée. C'est-à-dire que tu as une période très courte dans l'année, la période estivale où tu fais ton chiffre d'affaires. Et en gros, ta machine, elle n'est pas louée à ce moment-là, donc tu perds du chiffre d'affaires, tu vois. Donc voilà. Donc là, j'ai arrêté ça. Là, je suis rentré dans une boîte qui faisait de la formation professionnelle. Je suis rentré en tant qu'associé. Ok. C'était une boîte qui mettait en relation des formateurs indépendants avec des centres de formation. C'était en 2018, pardon. Et donc là, c'était le grand boom de la formation professionnelle avec le CPF, machin, etc. Donc ça a très bien marché. La boîte avait monté jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais. Ouais, grosse société. Vous étiez combien d'associés? On était 4 associés. D'accord, ok. Voilà, moi, Que vous avez lancé de zéro, du coup. moi, je suis arrivé, elle existait déjà. Elle J'ai existait rejoint, ouais, Ah oui, rejoint, elle existait depuis 2 ans. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Elle faisait 2 millions quand je suis arrivé à peu près. Donc Ok. voilà, j'ai rejoint, les équipes ont grandi. Moi, j'ai rejoint en tant que directeur technique. Parce que du coup, comme j'avais dû développer toute la partie application, process, etc., les automatisations, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de N8N, il n'y avait pas d'IA, etc. Ouais. Tout le process, en fait, était géré à la main.
D'accord. avec les contrats, on envoyait les lettres de mission, enfin c'était hyper manuel. Et moi en fait je suis rentré dans la boîte pour justement mettre en place toute une app qui permettait de gérer tout le flux, de générer les contrats, de faire signer électroniquement, etc. Donc automatiser, mettre en place un fonctionnement vraiment avec une plateforme qui permet de tout centraliser, etc. C'est ce qui a fait qu'on a pu passer globalement de 2 à 10 millions avec Ok. une vraie accélération business. Donc ça, c'était jusqu'à quelle année? Alors ça, j'ai fait 2018-2020. Ok. 2020, j'ai vendu mes parts, je suis parti parce qu'il y avait mes ententes associatives, bon c'est classique, voilà. Divergence de vision. Donc là, t'avais quel âge? 2020, c'est facile, j'avais 30 ans. Ok, d'accord. Ah ouais, donc déjà à 30 ans, t'avais quand même quasi 10 ans d'expérience Ouais. entrepreneuriale dans les pattes, quoi. C'est ça. Je suis parti avec un autre associé, le directeur opérationnel, Ouais. parce que nous, on avait l'envie de continuer à bosser ensemble. On a remonté une boîte qui faisait à peu près la même chose, mais voilà, on voulait faire à notre sauce. Là, pour le coup, on a levé des fonds. On a été chercher, en tout, on a été chercher 1,2 million. Donc ça, c'était pendant le Covid? Ouais, pendant le Covid, exactement. Ok. Donc, on a lancé pendant le Covid. Ça s'appelait Docéo Formation. Et en gros, on est monté jusqu'à 30 personnes. On a eu une croissance assez forte, puisque la première année, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Après, on a fait 2 millions l'année d'après. Et après, on est monté jusqu'à 6 millions. On a ouvert un CFA aussi entre-temps, à Roissy. Ok. Donc, un CFA avec des alternants qui faisaient que du BTS, commerce, compta, etc. C'était le Paris CFA CDG, ça s'appelait. Voilà. Et ça, malheureusement, pareil, on a eu des aléas, pas de chance. Encore une fois, on a un très 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 gros client qui représentait 40% de notre chiffre d'affaires, qui a liquidé, enfin qui était dans la merde et qui a liquidé la boîte sans nous prévenir. Ok. Donc nous, on a continué à faire des prestations pour lui pendant plusieurs mois où il nous a pas payé. Il était en retard. Ouais. Et bref, à la fin, il nous a laissé une ardoise de plus de 350 000 euros Ok. en cash. Donc là, problème de trésorerie, l'actionnaire n'a pas voulu remettre d'argent. Donc du coup, on a décidé de fermer. C'était Ouais. plus simple pour tout le monde. Et c'est là où je me suis intéressé au sujet de la transmission d'entreprise par un sujet beaucoup plus personnel. C'est-à-dire, j'avais mon beau-père qui est traiteur, qui a une boutique, Ok. et Didier. Et en gros, il devait partir en retraite. Il doit partir en retraite. Et il me disait, ouais, ça fait 2 ans que je cherche un repreneur, j'arrive pas à vendre, machin. Et je lui dis, mais comment c'est possible? Parce que ton affaire et tourne, elle est rentable, je comprends pas, tu vois. Bah oui. Et donc, en fait, c'est comme ça, en plus, je cherchais un nouveau projet parce que du coup, l'autre boîte s'était arrêtée. Je me suis mis dans une sorte de process pour essayer de l'aider à vendre sa boîte. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, en ligne, les agences, etc. C'était une boîte de quoi exactement? C'est un traiteur, donc événementiel, il fait des mariages, Ouais. etc. Et il avait une boutique qui D'accord. vend des plats préparés, machin. Donc, un business très simple, Ok. qui tourne bien avec une équipe de 3 personnes, etc. Ok. Ouais, une petite PME, hein, mais qui est Il rentable faisait depuis combien de des chiffre années. d'affaires Ça fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, en Ouais. bénéfice chaque année. Ok. Et ça fait vivre 3 personnes, et puis voilà, ça tourne. Ouais. Donc c'est pas un truc de fou, mais... Et en fait, en regardant le marché, je me suis rendu compte que il y avait en fait pas grand monde qui pouvait aider ces entreprises-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre dans l'univers, on va dire, du M&A ou de la fusion-acquisition, etc., c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent forcément aux grosses entreprises, les grosses PME, les ETI. Ça, voilà, c'est des gens qui font des grosses études, donc forcément, ils veulent un gros salaire, ils veulent des gros honoraires. Donc, quand ils vont travailler sur des dossiers, ils vont passer du temps sur les deals qui rapportent vraiment, Ouais. donc les gros deals. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le process, il est hyper long et compliqué, même pour un petit deal. Je ne vais pas dire que c'est le même temps, parce qu'évidemment, c'est pas le même temps. Mais du coup, si tu dois choisir entre un petit dossier et un gros, tu vas forcément aller vers le gros. Donc en fait, tout l'univers du conseil sur ce type de session, il est plutôt orienté sur des grosses boîtes. Et les petites, ils n'ont pas forcément d'accompagnement. Il y a des plateformes en ligne d'annonces, mais ça, c'est noyé dans la masse. Et franchement, c'est pas qualitatif. Et après, bah voilà, ils vont voir son comptable, il va lui faire juste sa valo, mais c'est tout ce qu'il peut faire. L'avocat, tu le sollicites quand tu as déjà trouvé un acheteur pour rédiger. Mais l'avocat, il va pas te trouver ton client. En fait, ils sont complètement démunis. Il n'y a pas vraiment un service accessible partout en France où tu dis tiens, je veux vendre ma boîte, je m'adresse à telle affaire, comme dans l'immobilier, par exemple, tu pourrais te dire Ouais. on connaît tous des réseaux. Et par exemple, tu peux te dire, bah tiens, je veux vendre ma maison, je sais qu'il y a ils sont partout, par exemple, tu vois. Donc tu peux aller t'adresser. Bah, à la transmission d'entreprise, t'as pas ce type de service. T'avais rien à l'époque? Enfin, à l'époque, c'était quoi déjà?
Bah là, c'était en 2023. Donc en 2023 déjà, Non. il n'y a pas si longtemps, Non, y a rien. finalement. Je t'ai dit, il y a des Et, plateformes. T'as Session PME, Fusac, il y avait Alvo Market qui s'était lancé, mais c'est des plateformes où t'as des deals en ligne. ouais. Mais c'est pas c'est pas eux qui vont faire le deal avec toi. C'est pas des agences. Et le plus compliqué, c'est pas de trouver une annonce. Le plus compliqué, c'est de faire vraiment tout le parcours avec le deal. C'est-à-dire valoriser, auditer, après négocier, rédiger. En fait, le chemin est extrêmement long. Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a un énorme facteur humain, en fait, aussi. C'est-à-dire que euh, il y a plein de choses qui, au milieu du deal, peuvent faire que ça pète et qui sont même pas forcément liées au prix ou à des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une espèce de feeling un petit peu entre l'acheteur et le vendeur. Et ça, c'est assez compliqué. Nous, on est là vraiment pour encadrer et à proposer un service d'agence où on va accompagner vraiment à partir du moment où vous voulez vendre jusqu'au closing, quoi. Ok, Ça, c'est d'accord. notre fonctionnement. Donc c'est comme ça, du coup, c'est à partir de là où tu t'es dit je vais lancer Captain. Bah, en fait, moi, mon cerveau, comme je suis entrepreneur depuis toujours, mon cerveau, il fonctionne vraiment avec avec problème-solution. C'est-à-dire, les trottinettes, c'était le problème, c'est les bouchons, comment aller au bord de mer en s'amusant et pas être pris dans les bouchons. Solution, trottinette. En fait, je fais que des choses comme ça. Hmm. Le marché de la formation est en train d'exploser, il y a besoin de formateurs. Les centres de formation n'arrivent pas à recruter. Comment on fait pour pouvoir proposer une base de données on avait 16 000 formateurs dans toutes les compétences pour que quand tu as besoin d'un intervenant, hop, tu le commandes et Ouais. un peu un Malte, mais version uniquement formation, tu vois. Donc, je fonctionne que comme ça. Et en gros, mon cerveau, quand il voit un problème, il imagine des solutions. Il fait Après, pas qu'imaginer, du coup, il va Ouais. résoudre la solution. C'est ça. Contrairement à beaucoup de On personnes. essaye en tout cas de résoudre la solution. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, je me suis dit, en fait, il fallait faire quelque chose. Et en mettant le nez là-dedans, j'ai commencé à découvrir les chiffres dont tu parlais tout à l'heure, à savoir le fait que là, il va y avoir une énorme quantité d'entreprises qui vont devoir changer de main. Ouais. Ça concerne beaucoup d'emplois, ça concerne beaucoup aussi les savoir-faire. Et du coup, je voulais aussi savoir qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui trouvent pas de repreneur aujourd'hui. Parce que tu me dis il y avait pas mal d'entreprises. Bah, chaque année, en fait, il y a Est-ce- à peu près 30 000 entreprises qui ferment. Ouais. Non pas parce qu'elles sont en liquidation, etc. C'est pas des défaillances, c'est fermeture parce qu'elles n'ont pas trouvé de repreneurs. Des sociétés rentables. Ok. Donc ça, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui tout le monde peut être unanime sur le constat, c'est que dans une société où déjà c'est compliqué en France, il y a du chômage, etc. Ça me paraît quand même invraisemblable qu'on ferme des boîtes qui tournent juste parce qu'on n'a pas réussi à faire fitter l'offre et la demande, tu vois. Ouais. Il y a plusieurs problèmes dans le problème. C'est voilà, faut intéresser les jeunes à la reprise. Donc que de créer des boîtes, ils s'intéressent pas forcément à la reprise. C'est pas comment dire, c'est accessible à tous. Ça dépend de la taille de ce que tu reprends. Il y a des très petites, il y a des moyennes, il y a des plus grosses. Et en fait, il faut vraiment les orienter, leur expliquer que c'est possible. Il y a plein d'aides aussi qui existent pour reprendre des boîtes et pas uniquement créer des boîtes. Donc ça, c'est un problème d'éducation. Il y a le phénomène des cadres qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui en ont marre d'être dans des grands groupes, dans des machins. Eux, ils ont de l'expérience, ils ont potentiellement aussi de l'apport, etc. Donc c'est les orienter vers la reprise, qui est beaucoup plus sécurisant et qui leur permet de faire valoir tout de suite, par exemple, des compétences de management et autres. Et puis derrière, il y a aussi le phénomène des petits chefs d'entreprise qui ont des sociétés petite taille qui, du coup, aujourd'hui, n'ont pas du tout le réflexe marché de faire de la croissance externe. Ça veut dire qu'ils pensent croissance uniquement en organique. Je vais prendre des pubs Google, je vais avoir un lead, je vais essayer de le convertir pour faire du chiffre d'affaires. Moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est en gros, intéressez-vous à la reprise même avec votre taille. C'est possible pour vous. Juste, vous reprendrez une boîte d'une taille équivalente. Et au lieu de mettre 2 000 € par mois dans Google Ads, tu vas mettre 2 000 € dans un prêt. Mais le prêt, ça va te permettre d'acheter tout de suite un chiffre d'affaires. C'est du concret. Un portefeuille client, une équipe, un savoir-faire. Et c'est du concret, ça va s'autofinancer. Donc en plus, ça ne te coûte rien en réalité. Et là, c'est du sûr. Tu fais 300 000 € de chiffre d'affaires. Tu rachètes une boîte qui fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Passe à 600. Et en fait, très rapidement, tu peux devenir une belle petite PME. Ouais, bah oui. Et d'ailleurs, tous les grands groupes, tous les ETI, etc., font ça en permanence. Ils achètent d'autres boîtes. Mais les petits chefs d'entreprise, c'est encore une fois pareil. C'est pas leur premier réflexe. C'est une question d'éducation et de réflexe. Ils n'ont pas ce réflexe-là. Nous, par exemple, on fait beaucoup quand on fait des ventes, on pousse les boîtes. Quand des boîtes de services, on va proposer à des concurrents, etc. Et ils nous disent « Ah, mais j'avais pas pensé à regarder, ah super, etc. » En fait, ça vient même pas à leur esprit d'aller chercher sur Internet s'il y a des sociétés dans leur domaine d'activité
ou des domaines cousins avec lesquels ils peuvent créer des synergies, ça leur vient pas à l'esprit de se dire tiens, je vais regarder. Ouais. Mais du coup, toi, tu as eu des exemples d'entreprises que tu n'as pas réussi à revendre, si je reviens à ma question du début, des gens qui viennent chez toi et en fait, il n'y a pas toi non plus, malgré que tu sois une agence, tu ne trouves pas de racheteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, ça arrive qu'on ne trouve pas ou qu'on n'ait pas encore trouvé, parce que tant que c'est pas fermé, on est toujours en recherche. Parce que du coup, il n'y a pas assez de personnes sur le marché qui veut Non, reprendre une entreprise ou non, c'est non. l'offre et la demande, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, et ça c'est les chiffres officiels, et nous on le voit par rapport au nombre d'inscrits sur notre plateforme, il y a 3 fois plus de repreneurs que de cédants. C'est-à-dire que techniquement, il devrait y avoir 0 entreprise qui soit en vente. Ils ne trouvent pas preneur. Il y a 3 fois plus de personnes qui cherchent des entreprises. Seulement, il y a plusieurs phénomènes. Il y a des entreprises qui sont compliquées à revendre parce qu'elles sont très intuitu personnelles, comme on dit, c'est-à-dire elles sont très liées à la présence de l'ancien gérant. Par exemple, un artisan, etc., c'est compliqué. Par contre, il y a aussi surtout le phénomène qui est qu'aujourd'hui, le fit se fait pas. C'est un vrai problème de matching. Pourquoi ? Parce que, disons que vous voulez vous lancer. Déjà, c'est un monde un peu obscur. Il faut connaître les codes, etc. Donc ça, il faut se préparer, il faut se former. Ça, on en reparlera. Mais au-delà de ça, vous allez aller sur des sites d'annonces. Par exemple, vous allez sur Session PME ou Fusac. Je vous invite à regarder. On décrit une entreprise avec 4 lignes. C'est-à-dire chiffre d'affaires, EBE, 10 personnes. Ça ne permet pas du tout de se projeter. En fait, une entreprise, c'est un produit comme n'importe lequel. Il faut un peu le marketer, il faut le mettre en avant, les points forts, les faiblesses, il faut le présenter, lui donner Comme envie. quand on rachète une maison, par exemple, en immobilier. On n'achèterait pas un appart sans voir une photo, sans plan, en se disant il y a une description, 60 mètres carrés dans tel quartier. Personne n'achèterait un bien comme ça. Parce que l'humain, il a besoin de se projeter mentalement, il a besoin de visualiser, il a besoin de comprendre ce dans quoi il a envie d'aller, etc. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Captain et notre plateforme, c'est que quand on met des boîtes en avant, c'est beaucoup plus humain. On raconte l'histoire de l'entreprise, l'équipe, les clients, comment ça fonctionne, etc. On essaie de donner vraiment du contexte pour que la personne qui s'intéresse à la reprise puisse vraiment se dire tiens, ça m'intéresse, j'avance, tu vois. Et au niveau justement des gens qui veulent racheter, notamment les jeunes aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ne sont pas assez formés sur le sujet en fait, à quel niveau d'éducation faut avoir pour se lancer dans la reprise déjà? Quel niveau aussi de moyens financiers faut avoir? C'est quoi un peu les chiffres? Parce que je pense que tu prends une personne lambda, tu lui dis reprise d'entreprise, pour elle, on parle de reprise d'entreprise, c'est beaucoup d'argent à mettre sur la table, ça peut faire peur. Donc ça fait que du coup, pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils vont préférer un petit projet pour commencer de zéro. Ils vont se dire, ça me permet d'avoir les bases pour apprendre, et vas-y, au moins, j'y vais tranquillement. Pour quelqu'un aujourd'hui qui, du coup, aimerait se lancer dans la reprise d'entreprise, par où il commence? Quel niveau d'éducation faut avoir? Ça dépend évidemment de s'il sort tout juste de l'école ou si il est sorti de l'école, il a fait 5 ans dans un groupe où il a managé un peu des mecs, etc. Ouais. Bon, c'est évidemment pas le même positionnement. Maintenant, c'est possible. Je veux dire, créer, c'est aussi compliqué que reprendre sur certains aspects. Créer, tu pars de zéro, c'est dangereux. Il faut maîtriser en fait 360% de toutes les compétences commerciales, il faut connaître un petit peu tout. Donc en fait, c'est pareil. C'est juste que là, finalement, dans la reprise, tu es plongé tout de suite dans le jus parce que tu as du business, il y a des commandes, il y a des clients. Et surtout, tu as une équipe. Il faut connaître un petit peu. C'est plus le côté humain qui est plus compliqué à appréhender. Maintenant, pour répondre à ta question sur la partie budget, ça dépend ce que tu reprends. Mais en fait, il y a des entreprises à plus petit budget, des entreprises à 100 000 euros, à 300 000 euros. Et est-ce que c'est intéressant de reprendre une entreprise à 100 000 euros? Bien sûr. C'est intéressant dans le sens où 100 000, c'est mieux que zéro. Ouais. Et en plus de ça, encore une fois, tu récupères un savoir-faire, tu récupères. Et il faut voir un truc, c'est que au niveau, tu parlais du budget, etc. Encore une fois, tout dépend de la taille de ce que tu reprends. Mais aujourd'hui, si tu arrives avec 20-30 000 euros de ta poche, ce qui est une somme qui, globalement, je ne vais pas dire c'est accessible à tout le monde, mais qui peut, avec un peu d'effort, être quelque chose que tu peux stacker et que tu peux te permettre d'investir. Il faut savoir si tu as 30 000, tu peux avoir un prêt d'honneur assez facilement d'un montant équivalent. Donc 30 000, tu te retrouves avec 60. Et avec 60, tu peux racheter une boîte qui fait entre 400 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire avec au moins 2-3 personnes.
puisque c'est à peu près l'apport qui est demandé, par exemple sur une dette bancaire classique. Donc c'est 10% d'apport Entre 10 et 20% généralement. Ok, Ça donc, dépend l'entreprise en face, l'expérience de la personne, etc. et en moyenne, les entreprises à revendre, c'est dans quel. On Il a y a tous de les tout prix, on a tous les prix. Mais les entreprises que nous on traite chez Captain, qui sont valorisées en dessous de 5 millions d'euros, il faut Ouais. savoir qu'elles représentent 85% du marché en termes de volume. Donc c'est vraiment là où il y a le plus de choix et Ok. c'est là où il y a le plus d'entreprises. Ah oui, Ah ouais, mais du coup, qui reprend ça? Parce que du coup, tu me dis c'est des solopreneurs. solopreneur. Soit des solopreneurs, soit c'est des petites croissances externes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que tout ce qui est grosse société, ETI, grosse PME ou les fonds d'investissement, ces sociétés-là, ça ne les intéresse pas, c'est trop petit, justement. Donc en fait, c'est forcément destiné soit à une autre petite entreprise de cette taille-là, soit à quelqu'un, un individuel, un particulier qui va se lancer, pas forcément seul d'ailleurs, et qui va se dire, bah tiens, je reprends cette boîte-là. Après, au niveau des sujets d'apport, etc., tu posais la question, et ça c'était une bonne question. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a différentes possibilités pour aller chercher, pour compléter ton apport. Pardon. Donc, par exemple, tu peux faire du financement participatif. Nous, on travaille avec une plateforme, c'est We Do Good. Tu peux créer un projet chez eux en disant voilà, bah, moi j'ai 50 000 euros, Mhm. il m'en faut 150 pour pouvoir reprendre le projet qui est rentable, qui peut s'autofinancer. Tu crées un projet chez eux et puis ils peuvent te financer avec leur communauté d'investisseurs. En combien de temps ça prend en moyenne? Ça prend 1 mois, 2 mois. D'accord. Lance la campagne, voilà. Et donc tu peux lever sans partager d'ailleurs, c'est pas en equity, donc tu gardes ton capital. Et en fait, ils peuvent te lever entre 30, 20, 50, 100 000, ça dépend le projet. Et puis tu peux te retrouver avec l'apport suffisant pour te lancer. Il y a ça, et il y a aussi un autre sujet dont on ne parle pas assez, c'est l'association. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'investir et qui ont de l'épargne, qui veulent investir du cash, pas forcément en bourse, pas forcément dans les cryptos, etc. Mais ils préfèrent investir sur on va dire l'économie réelle, donc des PME, etc., qui sont déjà rentables, où ils savent qu'ils vont être remboursés. Par exemple, si c'est de l'obligataire. Et donc, on fait des associations comme ça, un peu de raison, c'est vraiment des bonnes associations, où bah, tu as un jeune qui, par exemple, a de l'expérience en management, mais qui n'a pas de cash, et qui va s'associer avec quelqu'un qui va mettre de l'argent et qui va juste mettre un ticket pour permettre de faire le financement, mais lui, il ne va pas être opérationnel. Alors, juste, je reviens sur une question que je t'ai posée avant, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais. C'est du coup le profil type du repreneur. On va avoir du coup le chef d'entreprise qui veut racheter une boîte pour faire La grossir. croissance, ouais. Et ensuite, donc, est-ce qu'un bon profil, ça va être quelqu'un, par exemple, qui est cadre aujourd'hui dans une entreprise, qui a une certaine expérience et qui voit ça comme un investissement ou qui a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, qui a un peu de cash de côté, de ce que j'ai compris, du Ouais. coup, à partir de 20 000 euros, on peut commencer à trouver des trucs. Ouais, 20, 30, c'est bien. Et qui a peut-être quand même un peu d'expérience en amont, ou quelqu'un qui a zéro expérience mais qui a du cash peut se lancer quand même. Bah, il peut se lancer. Après, il va falloir qu'il se forme, il va falloir qu'il se fasse accompagner, etc. Maintenant, il faut bien commencer quelque part, hein, de toute façon. Maintenant, il y a plusieurs types de profils. Soit tu as vraiment le jeune qui se lance au lieu de créer, il reprend une boîte, etc. Bon, là, il va peut-être faire des erreurs, mais bon, elles seront aussi amorties parce que comme il y a une activité, ben, il peut plus se permettre, j'ai envie de dire, au moins il part pas à zéro, il peut se payer aussi peut-être potentiellement, donc ça c'est intéressant. Et il faut qu'il se fasse accompagner. Donc après, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans certaines entreprises, il y a déjà des équipes, donc en fait, tout ne repose pas uniquement sur le chef d'entreprise. Il y a déjà des gens qui travaillent et qui peuvent faire tourner la boîte aussi. Ça, c'est le truc intéressant. Après, il y a effectivement le profil du cadre qui, lui, est un peu plus senior, qui a 5, 10 ans, tu vois, 30, 35 ans, 40 ans, dans une boîte qui a un peu de cash, qui a deux options. Soit il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il en a marre de faire des tableaux Excel et de ne pas avoir de sens dans ce qu'il fait et il veut se lancer. Et dans ce cas-là, il peut reprendre une boîte, c'est plus safe pour lui quand même. Ou alors, c'est juste quelqu'un qui veut investir. C'est-à-dire, c'est là on parlait des associations tout à l'heure. Il bosse, il a de l'argent de côté, mais au lieu de mettre ça sur le Bitcoin, il se dit, bah tiens, moi je vais filer 40 000 euros à quelqu'un pour qu'il puisse reprendre une boîte et on sera associés. Lui, il va gérer l'opérationnel. Moi, je suis en sleeping partner ou un partenaire, mais je mets de l'argent dans l'économie réelle. Il y a une vraie opportunité. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on crée des associations comme ça, qui sont des associations fonctionnelles. C'est-à-dire toi, tu as des compétences, par exemple, mais tu n'as pas de cash.
tu t'associes à un gars qui n'est pas ton pote, c'est pas ton frère, c'est vraiment professionnel. Lui va dire, bah tiens, moi je t'apporte le cash, je vais prendre 30-40% de la boîte. Toi, tu es opérationnel, tu prends le lead et on va développer ça ensemble. Donc ça va permettre effectivement d'aller lever de la dette et puis de reprendre la société. Ça marche bien. On essaie notamment, nous, de réorienter une partie de l'économie, de l'épargne, vers l'économie réelle. Vous savez, il y a beaucoup d'épargne en France, mais les gens n'investissent pas réellement dans les entreprises qui produisent, qui recrutent. Et ça, c'est un des autres enjeux de notre positionnement, c'est de réorienter un petit peu vers ces investissements-là, qui en soi, on ne va pas dire que c'est pas risqué, parce qu'évidemment, tout ce qui concerne une entreprise, il y a un risque. Mais c'est moins risqué, je dirais, que faire de la crypto, où on n'y connaît rien, où il y a des arnaques tous les jours. Là, c'est quand même un actif qui est un peu audité, il y a des bilans, enfin, c'est quand même assez carré. Et surtout, ça offre un niveau de rendement, par exemple pour un investisseur, qui est bien plus intéressant. Parce que si de toute façon, c'est de l'obligataire, il va en tirer entre 6, 8, 10%. Donc c'est un taux qui est hyper intéressant. Et s'il prend des parts, à ce moment-là, si la boîte fait des bénéfices, chaque année, il va toucher de l'argent en passif, Ouais. peut-être pendant 10, 20, 30 ans. Hmm. En fait, c'est un investissement qui est beaucoup plus intéressant. Ouais, ok. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois, on arrive même à avoir l'apport qui peut être récupéré dès la première année par remontée de cash. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a un autre type de profil qui est hyper intéressant. Je t'avais parlé tout à l'heure des chefs d'entreprise qui faisaient des micro-croissances externes. Ouais. Et il y a aussi les cadres en reconversion. Ok. C'est-à-dire, exemple typique, parce que nous, on travaille avec France Travail sur ça, et exemple typique, c'est le gars qui a 55 ans, qui a perdu son emploi, qui, du coup, est sur le marché du travail, recherche un job, il veut retrouver un poste dans les mêmes fonctions qu'il occupait avant et avec le même niveau de rémunération. Sauf que ça arrive pas. C'est-à-dire que là, il est coincé parce que l'entreprise n'a pas d'intérêt à recruter quelqu'un qui est déjà à 4, 5, 6 000 euros, qui a 55 ans, il reste quelques années avant la retraite, préfère embaucher un jeune qui va coûter moins cher, qui va être plus malléable, plus au fait aussi quand même des dernières technologies, des dernières nouveautés, plutôt que d'embaucher quelqu'un qui a déjà 55 ans. Donc ça, c'est un vrai problème dans la société, c'est l'emploi senior, etc. C'est-à-dire que France Travail a beaucoup de mal à recaser ces profils qui sont en fait trop capés, qui ont trop d'expérience, parce que ils ne retrouveront pas le poste qu'ils cherchent. Et la seule option, c'est d'accepter de réduire complètement ses prétentions salariales. Sauf que quand vous avez fait 20 ans dans une boîte, à gravir les échelons, etc., vous n'avez pas envie de repartir 10 ans en arrière. Ouais. Personne n'accepte ça. Mais la réalité du marché est impitoyable, c'est ça. Okay. Par contre, la bonne porte de sortie pour ces gens-là, c'est la reprise d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez cumulé de l'expérience, vous avez de l'argent, parce que c'est pas parce qu'ils sont chez France Travail qu'ils n'ont pas de sous de côté. Justement, c'est des gens qui potentiellement ont une vie, ont pu faire de l'épargne, etc. Donc ils ont une capacité d'apport. Ils sont crédibles auprès des banques parce qu'ils ont une expérience aussi potentiellement en management. Et donc eux, ils peuvent reprendre une boîte, c'est la voie royale. Et j'irais même plus loin, c'est que au lieu de retrouver un job pour faire 10 ans et partir juste en retraite, là ils reprennent une boîte, ils font 10 ans et à la fin ils la vendent la boîte. Donc en fait, ils partent en retraite avec de l'argent et une situation patrimoniale qui est bien plus intéressante que de retrouver un job. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une grosse opportunité d'aller chercher ces gens, ces cadres-là, qui, eux, sont des profils typiques pour la reprise d'entreprise, parce qu'ils ont tous les leviers qu'ils peuvent activer pour réussir une reprise, quoi. Ok, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi les types de business un peu qui sont à revendre majoritairement Il n'y a pas de règles, on a tout. Qu'est-ce qui tourne bien, par exemple, que tu as vu? Nous, ce qu'on aime bien, c'est effectivement tout ce qui est boîte de service. C'est-à-dire, par exemple, les restaurants, etc., c'est compliqué. Parce que ça, c'est très local. Il faut un savoir-faire fort. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans la restauration, c'est très compliqué même d'aller chercher un financement. Et il y a des aléas économiques qui font que c'est assez dur. Même s'il y a évidemment des restaurants qui tournent très bien. Maintenant, ça, il faut vraiment maîtriser. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les boîtes de service. Et je dirais plus particulièrement, alors là, ça fera un peu le parallèle avec toi, mais tout ce qui est boring business, ça veut dire, par exemple, là, on a le plus de demandes, nous, c'est sur les boîtes de nettoyage ou les boîtes de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui sont pas compliqués à comprendre, qui sont anti-crise. C'est-à-dire, demain, même s'il y a un autre Covid ou j'en sais rien, les gens vont quand même, à un moment donné, devoir faire le ménage dans les bureaux, etc. Ou la sécurité, en France, malheureusement, c'est un sujet qui va pas se réduire, donc il y a toujours un besoin d'agents, de sécurisation, etc. C'est récurrent, c'est des prestations qui sont souvent mensuelles, etc. Et en plus de ça, pour le coup,
c'est des métiers où on peut faire vraiment de la croissance. En fait, aujourd'hui, sur les repreneurs, il y a toute une génération qui arrive et ils ont vraiment une ambition d'avoir une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie build-up. Ça veut dire qu'en fait, tu commences par une première reprise. Il ne faut pas se louper en fait, sur la première marche. Ouais. C'est une stratégie en escalier, en fait. En se disant, bah voilà, moi, je me lance, par exemple, dans le nettoyage. Je prends une première affaire qui tourne. Et après, bah, je vais en reprendre une deuxième et une troisième, etc. Et en faisant comme ça, toujours avec des tailles à peu près équivalentes, hein, mais ou un peu plus gros à chaque fois. Et en faisant comme ça, en fait, on peut créer un groupe rapidement, Hmm. un groupe de société, et en tout cas avoir une boîte qui est beaucoup plus grosse. Alors vous faites 300 000 vous prenez une boîte qui fait 300 000 euros, avec 30 000 euros, c'est largement suffisant. Derrière, vous reprenez deux autres boîtes qui font 300 000 euros, bah, vous avez une boîte qui fait 1 million. Et là, déjà, Ouais. c'est plus la même dynamique. Donc en fait, ça va assez vite. Et ils ont cette espèce de stratégie où ils se disent, bah, en fait, on va vraiment grossir comme ça par cannibalisation en reprenant des boîtes. Après, ça peut être aussi des rachats crossover, j'appelle ça. C'est-à-dire, tu peux te dire, je fais du nettoyage, et ben, au lieu de faire focus que sur des boîtes de nettoyage, tu vas aussi reprendre des boîtes, par exemple, dans les espaces verts ou dans la sécurité. Je reprends cet exemple. C'est parce que c'est des métiers qui, dans le fonctionnement, peuvent être à peu près similaires. Donc tu peux optimiser sur tes charges, par exemple administratives, le comptable, etc. Et c'est là où c'est intéressant en fait. Ok, hyper intéressant. Ouais, donc du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée du paysage actuel dans le reprenariat pour quelqu'un qui commence, du coup, enfin, qui veut racheter une boîte? Qui est-ce qu'il va voir? Ouais. Comment il s'y prend? Alors en gros aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a des sites d'annonces, Fusac, Session PME. Très compliqué de se lancer là-dedans comme ça tout seul. En plus, c'est que de l'annonçage, très peu d'informations. Enfin, c'est la jungle. 50 000 annonces, c'est illisible. Après, il y a des structures qui permettent d'accompagner. Notamment, il y a le CRA, c'est fait de la formation, il y a des formations en ligne, etc., qui permettent de préparer et de proposent potentiellement aussi des deals. Nous, c'est ce qu'on a aussi fait ici avec, c'était la volonté avec la fabrique du reprenariat, c'est d'avoir un lieu qui était dédié à la transmission d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, bah, les incubateurs, les accélérateurs, etc., c'est plutôt orienté sur des créations d'entreprises, des startups, et il n'y a pas forcément de structure accompagnante vraiment sur les repreneurs. Donc là, nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place ici, c'est de pouvoir dire, ok, bah en fait, j'ai envie d'entreprendre, ok, j'ai envie de reprendre une boîte au lieu de créer une boîte, Mhm. ok. Et nous, en fait, on va pouvoir te donner sur un format très court, c'est un bootcamp de 6 jours en présentiel, toutes les compétences, tous les savoirs que tu dois absolument connaître avant de te lancer dans le process de reprise. Parce qu'une reprise d'entreprise, par contre, contrairement à une création, c'est un peu plus technique. Il y a quand même des pièges à éviter pour éviter de se retrouver avec un crédit et dans la merde, en fait. Mhm. Donc, par exemple, il y a des notions du crédit vendeur, de l'earn-out, il y a des notions dans l'audit, qu'est-ce qu'il faut regarder, quels sont les pièges à éviter, etc. Comment on sécurise la transaction, une garantie d'actifs passifs, c'est quoi? Tous ces sujets-là qui ne sont pas forcément connus du grand public, ou en tout cas, ce pas les choses qui sont, on va dire, classiques, qu'on n'a pas en création, par exemple. C'est ce que nous, on va pouvoir apporter avec des intervenants professionnels, des experts comptables, avocats, etc., qui vont présenter justement les différents sujets juridiques. C'est quoi une lettre d'intention? C'est quoi une garantie à première demande? Voilà, pour la partie juridique. Sur la partie audit, on va dire voilà ce qu'il faut regarder, comprendre bien un bilan, pouvoir l'analyser complètement, etc. Le passif, c'est important. Quelles sont les dettes, etc., etc. Comment monter un dossier de financement. Ça va vous permettre en fait de comprendre quand vous allez commencer à aller voir un dossier ou rencontrer un cédant, etc. Il va vous envoyer un dossier ou un broker. Ça va vous permettre déjà d'avoir une vraie lecture du dossier et de pouvoir vous engager dans un process en n'étant pas complètement perdu. Et non plus en n'engageant pas un avocat dès l'étude du dossier, par exemple, parce que ça coûte très cher. Il faut pouvoir y aller un petit peu solo Mhm. au début. Après, je conseille d'être accompagné sur le deal à partir du moment où on rentre vraiment en discussion, type à partir de la LOI, les audits, etc. Là, c'est indispensable de se faire accompagner. Ça, c'est ce qu'on fait nous, par exemple avec Captain, on accompagne des repreneurs, toute la partie transactionnelle. Mais avant ça, il faut se préparer, il faut se former. Ok, Avant de commencer à contacter des cédants. ok. Pas partir de zéro sur la reprise, c'est trop dangereux. Ok, donc la fabrique du reprenariat, c'est la partie vraiment formation pour Ouais, quelqu'un qui veut se lancer dedans. Et la partie captain, c'est les deals. c'est On vraiment. a les boîtes, on a des sociétés qui sont chez nous à la vente.
on peut te présenter ces deals-là. Évidemment, tu peux trouver un deal de ton côté. Nous, ce qui est bien, c'est qu'elles sont auditées, préparées, on connaît les cédants, donc on sait un peu ce qu'on vend. Et après, si tu trouves une affaire qui t'intéresse, là, on rentre dans un process d'acquisition. Et là, on va t'accompagner vraiment sur tout le process. Donc, à partir du moment où tu dis, tiens, cette boîte m'intéresse, ok, on vérifie le prix, il y a la valorisation. Et après, ça va être la phase de discussion, négociation, de la phase d'audit, la rédaction des actes juridiques, donc l'aide d'intention, promesse de vente, la garantie d'actifs passifs, l'accompagnement au financement, on fait le prévisionnel de reprise avec toi. On va te présenter à nos partenaires bancaires ou de financement. L'objectif à la fin, c'est que tu aies tes clés et que tu aies pu racheter la boîte en fait. Ok, d'accord. Que tu aies commencé ta nouvelle activité, ta nouvelle vie professionnelle dans les bonnes conditions et qu'il n'y ait pas un souci après. Ok, donc les cédants et les repreneurs peuvent venir vous voir. Les cédants, eux, enfin en tout cas pour les repreneurs qui cherchent une boîte à racheter, il y a cette partie sourcing que vous faites aussi Ouais. en amont et en fait jusqu'à le rachat entier de la boîte avec tout l'accompagnement, quoi. Exactement. Le financement, etc. Ok, hyper intéressant. Et si par exemple on prend un peu des chiffres avec un exemple concret de boîtes qu'on rachète, c'est quoi un peu, du coup Là, je vais te prendre un exemple récent. Un jeune qui avait 32 ans, ouais, qui a racheté une boîte dans le marketing digital. ok, C'est une boîte qui était valorisée 600 000 euros. Donc, c'est une boîte qui faisait à peu près 1,3 million en termes de chiffre d'affaires. ok, Donc, en gros, elle avait un EBITDA à peu près à 200 000 euros. Donc, pour comprendre, c'est un peu le bénéfice, la marge qui est dégagée par l'activité. Et en gros, elle a été valorisée 3 fois son EBE. On ne va pas rentrer dans les détails trop techniques. Mais en gros, ça veut dire que par rapport à ce que dégage en termes de cash la boîte, ouais, en gros, tu la payes 3 fois ce cash-là. En gros, ok, c'est comme si tu l'as payé en 3 ans. C'est-à-dire à charge constante, tu peux la racheter en 3 ans. Et ça, on va en parler parce que c'est un truc hyper intéressant. Et donc, tu vois, pour une boîte à 600 000 euros, mhm, lui, il avait 50 000 euros d'apport. d'accord, Donc, ce ok, qui n'était pas non plus, on va dire, il était presque à 10%, c'était pas forcément suffisant. ouais, Donc on l'a accompagné, on lui a préparé le dossier, on a préparé son dossier de reprise avec lui. Il a été chercher un prêt d'honneur de 30 000 euros. Là, c'était France Active Métropole. C'est une association qui fait des prêts d'honneur. Jusqu'à ok, 30 000 euros sans garantie, sans frais, etc. Ça rentre dans ton apport personnel. mhm, Donc il avait plus 50, mais 80. Et là, avec 80, la banque a financé sur l'opération. Donc il était, je crois, à 14% d'apport. Et après, le prêt est autofinancé par l'activité, en fait. ok. Et en combien de Voilà. temps du coup ça se rembourse? Là, en fait, sur une acquisition d'entreprise, que ce soit un fonds de commerce ou un achat de société, titre ou part sociale, il faut savoir, c'est que le financement, il est sur 7 ans maximum. Tu ne D'accord, peux pas faire plus. Donc, il faut que, par rapport à ce qui est dégagé par l'entreprise, il faut que tu puisses financer le rachat sur 7 ans. Et il faut aussi que l'annuité de la dette, c'est-à-dire le coût de la dette, tes mensualités sur l'année, n'excède pas certains ratios, notamment 70% du bénéfice qui est généré par l'entreprise. C'est à peu près ce qui est demandé par la banque. mhm, Mais là, sur un dossier comme ça, par exemple, typiquement, il remboursait 5 600 euros par mois. Donc, ce qui fait en gros une annuité à 60 000 euros par an. Et en face, tu avais 200 000. Donc là, dans les ratios, on est largement bon. Ça veut dire qu'après avoir remboursé la banque, mhm, il lui est resté globalement 140 000 euros de cash. ok, Tu vois. Donc ouais, ça, c'est une opération safe, peu risquée, finalement, parce que même si l'activité fluctue un peu, baisse un peu, ouais, tu vois que tu peux quand même rembourser largement ta dette annuelle par le cash qui est dégagé par l'activité. Et en réalité, il a mis très peu d'apport. Donc son apport de 50 000, puisqu'il a mis 30 de prêt d'honneur, son apport de 50 000, pratiquement la première année, il va déjà le récupérer. Donc en fait, il a mis zéro. mhm, Il se retrouve avec une boîte qui fait 1,3 million ouais, et il va pouvoir générer du cash. Et là, il a déjà l'ambition de reprendre une autre boîte mhm. parce que comme il dégage du cash, il va remettre un apport pour refinancer une autre acquisition Qui prend avec du coup la boîte actuelle qui ou prend avec la boîte actuelle. Ok, En fait, c'est ça la stratégie de l'escalier, c'est qu'après, cette société, comme elle génère du cash, elle-même, elle peut faire un apport pour reprendre une autre boîte. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple sur Captain pour la fabrique du reprenariat. ok, donc vous avez racheté Voilà. En gros, moi j'ai l'endroit. Captain et en fait, Captain a créé une sous-société qui, elle, a levé de la dette avec un peu d'apport pour racheter ce lieu incroyable et pour créer la fabrique du reprenariat. Ça D'accord. fait partie du même groupe. Et en fait, ce type d'opération, on peut le répliquer. Alors, il faut évidemment faire attention parce qu'il ne faut pas être surendetté. Mais aussi, l'avantage, c'est que faire ce montage-là, c'est un montage LBO, ça s'appelle. Le gros avantage, c'est que ce n'est pas la société d'exploitation qui porte la dette. Ça va être la nouvelle structure qui est créée pour financer. Ça évite à Captain, tu vois, d'être trop endetté. Et on a une société intermédiaire qui, elle, a levé de la dette pour racheter la société.
Mais au final, ça fait partie d'un groupe consolidé. Et ce montage-là n'est pas si compliqué en réalité. Et c'est ça que nous, on essaie aussi d'apporter dans la vision. C'est les repreneurs qui passent par la fabrique du reprenariat. C'est pas juste leur expliquer, tiens, comment tu fais pour acheter. C'est aussi mettre en place avec eux une espèce de vision, une stratégie. S'ils ont l'ambition de développer justement un mini-groupe et d'arriver avec des structures qui font 10, 20 millions, ce qui n'est pas en fait une utopie, et ben, nous, on leur explique voilà, toute la stratégie, on les accompagne à chaque acquisition qu'ils vont pouvoir faire. Ok, d'accord. Et ça prend combien de temps, du coup, à partir du moment où il y a le bien qui est sur le marché? Chaque étape, ça prend à peu près combien de temps? Alors, une transmission, c'est quand même assez long. Il faut être patient. Dire dans le meilleur des cas, si tout va très vite, si tous les acteurs sont vraiment actifs sur le deal, etc., en 3-4 mois, ça peut être clôturé. Ok. Maintenant, dans les faits, on voit que c'est quand même plus 6-8 mois parce qu'entre le temps de la négo, les audits, rien que l'audit, ça va prendre 1 à 2 mois. Ça va dépendre encore une fois si on est accompagné par un professionnel réactif ou pas. Derrière, il y a toute la partie juridique. La levée des conditions suspensives. Souvent, ça va être le financement. Le financement, ça peut être rapide, ça peut être long. Mais globalement, une banque, entre le moment où elle rentre le dossier, elle l'étudie, il y a un accord de prêt, ils collectent les pièces, ils éditent les offres, les machins, les trucs, au minimum compter 2 à 3 mois. Tu vois. Ok. Donc ça peut se faire en parallèle des audits, par exemple. Mais globalement, c'est une opération qui va prendre un certain temps. Il y a aussi les contraintes qui sont liées. Quand tu arrives au mois d'août, il ne se passe plus rien pendant un mois parce que les banques sont fermées globalement. Enfin, il n'y a plus personne au service crédit. Le cédant, il est parti en vacances. Voilà, tout s'arrête. À Noël, c'est pareil. Après, quand tu es en fin d'année, pour pouvoir acheter, tu préfères attendre qu'il y ait le bilan. Parce que si tu es proche de décembre, tu te dis je veux le bilan parce que je veux les chiffres consolidés. Donc tu vas attendre 2 mois encore parce qu'il faut que tu aies le bilan en février, tu vois. Donc en fait, mais c'est bien aussi, il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire que c'est une opération qui est quand même suffisamment engageante et suffisamment sérieuse pour se dire il faut le faire bien, il faut prendre le temps, etc. Ok. Ok, Pas comme intéressant. acheter une maison, si tu veux. Et encore, ça prend autant de temps. Tu fais de l'investissement, tu as les 3 mois de rétractation. Enfin, les 3 mois, c'est 20 jours, je crois. Enfin, ça Ouais. peut prendre quand même du temps, le temps d'aller trouver le financement, etc. En fait, sur le parallèle sur l'immobilier, c'est assez intéressant. Ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est on parle pas vraiment de cette opportunité-là. C'est que aujourd'hui, je vois encore des jeunes, tu vois, de notre âge, etc., qui me parlent ouais, je vais acheter de l'IMO, je vais faire de la location. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que déjà, l'IMO, il va falloir que tu mettes de l'apport aussi. À peu près pareil. Ils vont demander à peu près 20%. Voilà. Tu vas mettre 20-25 ans à amortir, à payer le bien avec ton crédit. Si tant est que tu as un locataire et que le loyer couvre le remboursement, machin, ce qui est rare aujourd'hui, et si tant est, parce que les taux sont élevés, et si tant est qu'il ne te plante jamais, tu as zéro problème, que c'est un bon locataire, tu vas mettre 25 ans, et au bout de 25 ans, tu auras un bien, déjà tu es surtaxé dessus, de partout, et où tu vas commencer à générer un revenu, moins les charges, de machin. C'est pas intéressant. Alors qu'en reprise d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, en gros, il y a dans les bons deals, c'est des multiples 3-4 ans. Généralement, sur ces tailles d'entreprise, on ne fait pas forcément beaucoup plus que 4 EBITDA. C'est-à-dire que si tu arrives à maintenir le chiffre d'affaires, je ne parle même pas de l'augmenter, juste le maintenir, en 3 à 4 ans, tu peux avoir remboursé ta dette. Et après, tu as un truc qui te génère 200 000 euros par an. Trouve-moi un actif, un système, mis à part la crypto qui fait x10, mais ça, on sait qu'il faut être extrêmement chanceux. Trouve un truc que tu peux payer en 2-3 ans et qui derrière va te générer vraiment du cash, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, une fois que tu as racheté, tu as quand même de l'humain à gérer. À quel point c'est facile de gérer ça On va dire ça, c'est la partie la plus compliquée. Mais ça dépend l'équipe, ça dépend comment le cédant a amené la passation, est-ce que la transition s'est bien faite. C'est pour ça qu'il faut aussi être accompagné. Tu vois, nous, dans les intervenants de la fabrique du reprenariat, pas juste des chiffres, pas juste des avocats, il y a aussi management de transition, ça s'appelle. C'est comment arriver dans un contexte où il y a déjà une équipe, comment tu vas pouvoir t'adresser à eux, comment tu vas pouvoir prendre le relais, potentiellement même avec des gens qui sont plus vieux que toi, qui sont là depuis 20 ans. Toi, tu arrives, tu as une position, tu es le nouveau patron. Donc tout ça, c'est vraiment de la relation humaine et de la psychologie. Et ça, il faut te préparer un petit peu. C'est ça où je dis que la reprise, c'est plus compliqué que la création. La création, tu es le boss, tu es tout seul. Tu vas recruter des gens, ils arrivent chez toi, c'est toi qui as la connaissance, etc. Là, potentiellement, tu arrives au début, tu es dans une position d'apprenant. C'est-à-dire que les gens qui sont là, même si c'est toi le patron, ils en savent plus que toi. C'est eux qui vont t'apprendre des trucs. Donc il faut avoir un peu
cette position, je dirais, d'humilité et un petit peu faire attention aux égos de chacun, etc. Et se dire, ben, en fait, j'arrive et toi, t'es le sachant, apprends-moi des choses et c'est cool, tu vois. Mais Ouais, ça s'explique, ça s'apprend aussi. ok. Donc, pour quelqu'un qui a peu d'expérience, on va dire, en entreprise, c'est quand même un point de vigilance qu'il doit quand même sacrément prendre en compte, quoi. C'est pour ça que si c'est un jeune qui a pas eu beaucoup d'expérience, je dirais, professionnelle, s'il veut se lancer dans la reprise, je vais pas lui dire de prendre une boîte où il y a 10 personnes. Ouais. Tu vois, je vais lui conseiller plutôt de commencer à une équipe vraiment taille humaine, c'est-à-dire 3-4 personnes maximum. Il y a des rencontres avant, hein. L'avantage de la reprise, c'est que comme le process est assez long, il y a des étapes où tu rencontres l'équipe, etc. Tu vois s'il y a une espèce de un peu de feeling, etc. Et sans ça, il faut pas y aller. Si tu sens que les gens sont déjà hostiles à ta présence ou à ce que tu pourrais faire, il faut aussi expliquer le projet. Quand tu reprends une boîte, l'objectif, c'est pas forcément de faire exactement comme c'était avant. Ça va être d'améliorer, d'amener des choses nouvelles pour développer, passer un nouveau step, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Euh, Souvent, moi, je discute avec des gens on parle de reprise, ils me disent oui, mais moi, je préfère créer une boîte parce que je veux innover, je veux faire des trucs. Mais en fait, c'est pas parce que tu reprends une boîte que tu peux pas innover. Mhm. Ça, c'est un truc hyper important à comprendre, c'est que il y a plein de sociétés là qui sont rentables, qui fonctionnent bien, qui génèrent du vrai cash, pas des startups avec qui génèrent des pertes, etc. Mais elles fonctionnent encore à l'ancienne, c'est-à-dire que moi j'ai des clients, ils ont même pas de site internet. Mhm. Et pourtant, c'est des boîtes qui chiffrent. Mais ils n'ont pas de site, ils n'ont pas de développement commercial, le marketing, les réseaux sociaux, tout ça, ça n'existe pas pour eux. Donc si tu prends cette société qui existe déjà, qui fonctionne déjà, qui génère du cash, et toi tu arrives avec un côté un peu plus jeune, un peu plus frais, où tu vas amener des automatisations, de l'IA, du marketing digital, un site un peu sympa avec de la conversion, tu vas exploser les chiffres en fait. Donc non seulement tu l'achètes, c'est déjà une bonne affaire, et en plus toi tu vas pouvoir l'emmener à un niveau supérieur. Donc c'est pas parce que tu reprends une boîte que tu peux pas innover, que tu Mhm. peux pas faire du nouveau dans l'entreprise en fait. Bah, c'est hyper intéressant parce que du coup, malgré le fait qu'on reprenne la boîte, même si on n'innove pas parce qu'on n'a pas forcément les connaissances ou autre, la boîte, elle va quand même tourner. C'est ça. Et après, l'idée maintenant, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour éventuellement aller encore plus loin si on veut Bah ou voilà. racheter d'autres boîtes, quoi. Coaching ou alors tu passes par des free qui ont des compétences. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure par exemple des boring business sur le ménage, des choses comme ça. Ouais. En fait, ce qui est intéressant sur ces métiers-là, c'est que c'est facilement automatisable. Parce que par exemple, ce qui va consommer pas mal de cash sur ces affaires-là, c'est comment dire, toute la gestion administrative. Il y a beaucoup de personnel. Il faut s'assurer que la personne a bien été sur le site, qu'elle a bien fait la prestation, etc. Maintenant, avec les outils qui existent, le digital et surtout les automatisations ou l'IA, Mhm. tu peux tout contrôler avec des coûts extrêmement réduits. Si un mec qui est absent, le truc peut te trouver automatiquement le mec remplaçant qui est disponible dans l'agenda et proposer d'y aller Ouais. automatiquement. Tu vois, en fait, il y a des vrais gains de compétitivité qu'on peut faire sur des métiers qui sont simples. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que ça intéresse pas mal de monde. C'est qu'il y a beaucoup de métiers qui doivent évoluer. Mhm. Et aujourd'hui, on a des outils qui existent qui nous permettent d'envoyer ces boîtes-là vers de nouveaux horizons. Et c'est là où il y a des opportunités de croissance hyper importantes, en Mhm. fait. Parce qu'en fait, au final, ces boîtes-là, elles sont complètement protégées par rapport au fait qu'il y a l'IA qui arrive, qui va remplacer des gens, etc. À moins qu'on ait le robot demain, Ouais. Non, là, ce c'est qui va encore pas un peu arriver tout de loin, ça. Ouais. suite. Elles, en tout cas, ils sont encore à l'abri pour ce type Bah, c'est pour ça d'activité. qu'aujourd'hui, en fait, l'IA amène aussi un petit peu ce changement de paradigme. C'est-à-dire que les métiers qu'on considérait avant comme à l'abri, les métiers intellectuels, même les métiers, voilà, les avocats, les comptables, tous ces métiers-là vont être complètement bouleversés en fait par l'IA qui est en train d'arriver. Hmm. Et ça, si on le voit pas, c'est un vrai problème. Mais il y en a qui commencent à en prendre conscience. Et donc, je dirais aujourd'hui, si je devais me projeter sur l'avenir, je serais plus safe avec un métier qui est beaucoup plus simple ou qui est peu enfin, remplaçable par l'IA, etc. Où je peux quand même amener des gains de compétitivité avec du digital et autres. Mais voilà, ça peut être le fabricant de pièces industrielles dans Ouais. la Creuse. Mais l'entreprise, elle est rentable. C'est-à-dire, de toute façon, il va falloir continuer à en fabriquer des pièces. On a besoin de ces métiers-là. Mais par contre, on sait que voilà, c'est pas l'IA qui va le remplacer. Alors qu'à contrario, on voit là déjà que bah, y a beaucoup de métiers, bah, justement, marketing digital, des choses comme ça, où bah, c'est attaqué. Hmm. Ça va commencer à changer complètement. Dans les banques, même les banques qui commencent à moins recruter de juniors parce que bah, tout ce qu'ils faisaient, ça peut être automatisé.
Donc voilà, moi si j'étais entrepreneur, aujourd'hui, je serais plus safe à m'orienter vers des métiers un peu plus classiques et qui s'ancrent un peu plus dans le réel, plutôt que de vouloir absolument faire de la tech, du digital. Ouais, Parce que ouais. même sur la création de SaaS ou de sites internet, on voit aujourd'hui, Tu peux faire en 2 minutes, tu quoi. peux faire en 2 jours ce qu'on faisait en deux Ouais, mois. ouais, Il y a bah ouais. des IA, tu prends des derniers Claude, Sonnet, etc. Nous, on fait des trucs en 2 jours. Mon CTO, il me dit, mais c'est un truc de fou, ça, j'aurais mis 2 mois Ouais, à le faire avant. ouais. Donc les barrières à l'entrée, en fait, elles sont plein de raisons complètement réduites. Ouais. Donc il vaut mieux trouver un bon business simple, stable, ou même un peu à l'ancienne, mais qui génère du cash, plutôt que d'avoir des visions uniquement, je dirais, très tech ou digital. Hmm. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, demain, Ouais. de faire du cash avec ça, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il faut connaître le secteur dans lequel on va racheter une boîte ou on peut quand même réussir sans ça? Alors, évidemment, c'est mieux d'avoir des connaissances et de comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que un bon technicien, c'est pas forcément un bon chef d'entreprise. C'est-à-dire, moi, je vois justement beaucoup de ces chefs d'entreprise-là qui, en fait, étaient à la base des artisans ou qui ont développé leur boîte, mais ils étaient bons dans le métier qu'ils faisaient. Maintenant, c'est pas des bons chefs d'entreprise, c'est-à-dire, ils savent pas développer. Ils ont pas mis en place des pipes d'acquisition commerciaux. Enfin, voilà. Donc, ils sont limités par leur propre capacité, leur propre structure. Et c'est justement pour ça d'ailleurs que certains vendent alors que l'affaire tourne bien. En fait, ils me disent voilà, moi en fait, j'ai atteint un plafond. Là, j'ai 10 salariés, je me sens dépassé, je pas envie de faire plus en fait. C'est trop pour moi. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux rester une petite taille. Donc là, l'affaire marche bien, je veux vendre. Mais par contre, quelqu'un qui a ce côté un peu plus, pas forcément technique, mais ce côté un peu plus management et développement, là, lui, il a un vrai rôle à jouer, c'est de dire bah, continuez aux équipes, continuez à faire ce que vous savez faire. Moi, je suis là pour développer, pour mettre en place des choses qui vont emmener la société vers un niveau supérieur, tu vois. Ça, on a beaucoup d'opportunités comme ça. Ok. Donc, du coup, concrètement, là, sur les prochaines années, est-ce qu'il y a des politiques qui sont mises en place pour justement pousser ça? Est-ce que d'un point de vue national, l'État en a pris conscience de Mm. ça? Parce que quand même, c'est un asset qu'on ne veut pas perdre, toutes ces entreprises. Tu sais si voilà, il y a des trucs en place? Alors ouais, il y a des tentatives pour accompagner. Le problème, c'est que là, déjà, on est dans un flou artistique et politique complet. Ils devaient lancer une mission reprise avec la Direction générale des entreprises à la rentrée, Ok. rentrée 2025, septembre 2025. Ça s'est pas fait parce que c'est le chaos politique. On commence de plus en plus à en parler. Nous, on a pas mal de relais presse sur ce sujet parce que ça va devenir une vraie urgence. Et il y a quand même des dispositifs qui existent, notamment les dispositifs prêt d'honneur. En fait, en gros, toutes les aides qui existent pour la création d'entreprise, elles s'adaptent. Ok. Elles existent aussi pour la reprise. D'accord? Et tu as des dispositifs comme par exemple BPI, que les gens ne connaissent pas, mais tu as le prêt transmission. Prêt transmission et BPI met de l'argent en complément de la banque, sans garantie, jusqu'à 1,3 million, avec un différé de 2 ans. Enfin, c'est un super dispositif. C'est vraiment un banger pour pouvoir reprendre des boîtes, mais les gens ne connaissent pas forcément ce dispositif-là. Il y a les garanties sur les prêts bancaires, ça existe depuis un bon moment. Donc il y a quand même pas mal de choses. Parce que j'ai envie de dire, il y a aussi le financement qui est un sujet important. Et il faut que, tu vois, les banques, à un moment donné, quand tu as fait le deal, tu as tout négocié, il faut que la banque puisse financer à la fin. Hmm. Ok, bah du coup là on commence à arriver à la fin de ce podcast. Franchement, je pense qu'on a appris Ah, quasi j'espère. tout. On a fait vraiment le tour Ah, il y a du encore sujet. beaucoup de choses à, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et Ah ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu aurais peut-être à dire encore pour convaincre les gens que non, c'est pas la reprise, c'est c'est vraiment... vraiment, c'est de s'intéresser, c'est de découvrir ce monde, venir s'informer. Par quoi ils Euh, peuvent commencer justement pour... Ils peuvent s'informer sur Internet. Il y a quand même pas mal de vidéos qui existent, de contenus. Ouais, Ils peuvent venir s'informer à la Fabrique du Reprenariat. Nous, on va créer des événements. c'est quoi les Enfin, événements Voilà, c'est des soirées. On parle du thématique de la reprise. D'accord. Il y a des soirées, on va pitcher aussi des boîtes à reprendre, à faire des cas concrets, etc. Ouais. Donc même sans parler de faire la formation, ça c'est plus quand tu as pris ta décision. Mais nous, voilà, on va essayer de créer un peu vraiment un écosystème autour de la reprise avec pas mal d'événements. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'autres, je dirais, structures qui se lancent sur cette thématique-là. Il y a France Reprise qui fait pas mal de communication sur la reprise d'entreprise avec de l'information. Eux, c'est de l'information. Donc, on voit quand même que le secteur, il est en train un peu de se structurer. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, c'est vraiment mettre le spotlight. C'est venez vous informer, poser des questions. Pensez aussi que c'est possible pour vous. C'est pas réservé qu'à des personnes qui ont beaucoup d'argent ou j'en sais rien. Donc ne vous créez pas des propres barrières en fait et venez découvrir un peu cet univers. Et là, vous allez vous rendre compte que en fait,
il y a un monde d'opportunités qui s'offre à vous Hmm. et que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il y a une stat qui est importante, on ne l'a pas dit, mais au bout de 3 ans, 85% des entreprises reprises existent toujours, Ok. alors qu'il n'y en a que 40% des entreprises créées qui existent encore au bout de Ouais, 3 il y ans. a Entre 40 et grosse 50, je ne sais différence. plus exactement. Ouais. Mais ouais, en gros, le niveau de survivabilité d'une boîte qui est reprise, il est bien supérieur, quasiment au double d'une boîte que tu as créée. Donc c'est quand même, ça prouve quand même une chose, c'est qu'en termes de stabilité, de sécurité personnelle, même si on a l'impression que comme il y a un prix, c'est machin, bah non, en fait c'est plus sécurisant. Hmm. Ok. Encore une fois, l'activité peut financer. Ouais, complètement. Ok. Et au niveau de votre formation, du coup, à la fabrique, ça marche, ça fonctionne comment? C'est quoi les... Alors, on fait des groupes de 15 à 20 personnes, c'est en présentiel. Ok. C'est sur 6 samedis. On a mis ça le samedi pour que les gens puissent, voilà, ceux qui ont déjà une activité la semaine, etc., bah, puissent quand même faire la formation sans devoir poser des jours et autres. 6 samedis, en format bootcamp, en présentiel, ici à la fabrique. Donc ça dure toute la journée. La food est inclus, c'est sur place, parce qu'on a notre cuisine, etc., donc tu manges avec les autres. C'est Hmm. un moment un peu collectif. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger, parce que ça, c'est un truc qu'on a eu beaucoup eu. Les gens, il y a pas mal de vendeurs de formations en ligne, etc. Mais les gens qui ont fait ces formations disent oui, bah, c'est bien, mais le problème, c'est que moi, je voulais échanger avec d'autres membres, je voulais confronter mes idées. Quand j'ai une vue sur une boîte, je veux pouvoir échanger, etc. Ils n'ont pas forcément retrouvé ça. Donc nous, on a fait un pari inverse. On a dit, voilà, on va créer un endroit physique où les gens peuvent venir. On ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ils peuvent venir s'informer, ils peuvent venir se former avec des pros. Derrière, une fois qu'ils ont fait la formation, ils ne sont pas livrés eux-mêmes. Hmm. Nous, on les accompagne en leur présentant des deals. Et surtout, quand ils trouvent un deal intéressant, même si ce n'est pas chez nous, bah, à ce moment-là, on peut les accompagner à faire le deal. Ce qui est Ok. complètement différent. L'objectif, c'était vraiment de créer un parcours complet. À partir du moment où tu as décidé de te lancer dans la reprise, jusqu'au closing et que tu as repris ta boîte et tu commences ta nouvelle vie. Hmm. Voilà, c'est ça, en fait, le tunnel, j'ai envie de dire, entre la fabrique du reprenariat et après Captain pour la partie transactionnelle. Ok. Ok, bah, hyper intéressant. Ça se lance quand, ça? Le premier batch de formation, c'est en mars. Ok. Bon, le groupe est déjà quasiment plein, mais voilà, on essaie de compléter les dernières places disponibles. Et de toute façon, après, on va faire à peu près 4 à 5 sessions par an. Ouais, Donc, il y aura des dates qui seront ouvertes au fur et à mesure. d'accord. Mais voilà, on dépassera pas 20 personnes. Pourquoi? Parce que voilà, on veut que ça reste Hmm. cohérent en termes de structuration de groupe, soit pas non plus parce que voilà, on voit des formateurs, ils prennent 300 personnes, tu peux pas correctement accompagner, répondre aux questions, former quand tu as 300 personnes, c'est impossible. Ouais. Ou alors il faut que tu aies une armée derrière, mais voilà. Donc nous, on veut rester vraiment sur un batch à taille humaine où il y aura des échanges. Et après, ça va créer aussi une petite communauté, c'est-à-dire les anciens, les alumni de la formation vont pouvoir partager leur expérience. S'ils ont repris des boîtes, ils pourront expliquer, donner des tips aux nouveaux, ceux qui rentrent dans la formation. C'est un peu l'idée, c'est de créer un peu un réseau communautaire de repreneurs, quoi. Voilà. Ok, trop cool. Bah écoute, bah merci beaucoup pour Rien. cet épisode. Je suis Merci à vraiment toi d'être content venu. de l'avoir fait Ouais, c'est cool. avec toi pour mon tout premier épisode de Boring Business. Et Merci à toi d'être venu. En tout cas, je pense que de toute façon, on a des synergies partagées, notamment dans ta communauté. bah, je parle pense de qu'il y a- Boring Business, donc forcément, il y a pas mal ça de va monde. intéresser les gens. Et ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de mettre le spotlight sur créer des business, reprendre des business, reprendre un business pour amener des idées. Mm. Toi, tu présentes pas mal de trucs assez innovants. Exactement. Tu peux très bien te dire, j'ai repris une boîte et en même temps, j'ai vu cette idée que je vais implémenter dans un truc où j'ai repris. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de créer vraiment de l'interaction autour de l'entrepreneuriat de toute façon de base et de la reprise. Ouais, exactement. Bah, merci à toi. Merci Mathias. Salut. À plus. Bye. Ciao.